Actu Entreprise, l'émission. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Je vous propose de passer tout de suite aux 5 minutes info. Le 5 minutes info, donc un petit peu d'économie, un petit peu de juridique et un petit peu d'actualité sur les manifestations en cours. Alors le petit clin d'œil à Halloween, il fallait que je le fasse. Si les fantômes de la crise nous hantent toujours, ils perdent en vitalité, si, et nous sortons peu à peu de la période tourmentée que nous avons subie depuis 2008. Pour les chasser définitivement, évidemment, il nous tarde de voir les autorisations de chantier se concrétiser. Nous comptons aussi sur l'action du gouvernement pour promouvoir davantage l'éco-PTZ et les différentes actions et outils incitatifs à la réalisation des travaux d'amélioration énergétique des logements. Il faut envoyer des signes d'encouragement aux particuliers pour leur redonner de l'air et surtout à un secteur qui est toujours en grande difficulté et de recréer de l'emploi. Alors le BTP en Alsace, la situation économique au troisième trimestre 2010. Le troisième trimestre n'a connu qu'une très faible amélioration, qui n'est pas très significative en termes d'activité. Un léger retrait par rapport à l'an dernier, mais l'accroissement visiblement des consultations traduirait un début de redressement de la demande, notamment du secteur privé. Le secteur public soutient quant à lui les travaux de rénovation, c'est une bonne nouvelle. Les inquiétudes persistent néanmoins pour le printemps 2011, en particulier dans les travaux publics, où les gros chantiers tardent à être lancés. Les effectifs évoluent peu et donc le besoin en intérimaire reste modéré. Concernant le bâtiment, le gros œuvre, les entreprises n'ont pas encore toutes retrouvé le niveau de l'été 2009. La demande marque cependant des signes de redressement progressif, au vu des consultations plus nombreuses, notamment en septembre. Le marché du neuf, lui, manque encore cependant de dynamisme. Les capacités de financement des ménages restent contraintes au regard des prix élevés après la mise en compte du coût du foncier. Notamment aussi, bien évidemment, la difficulté d'obtenir un financement aujourd'hui qui n'est pas prêt de s'arranger avec la nouvelle réglementation bancaire qui nous arrive, BAL 3, qui amène des conditions encore plus drastiques et notamment d'apports conséquents en termes de crédit immobilier. La visibilité s'améliore très légèrement, on va dire à 5-6 mois. Les prix des devis suscitent néanmoins toujours des inquiétudes, la baisse se poursuivant. Le manque de volume entretient une concurrence de plus en plus exacerbée, préjudiciable aux marges évidemment. Certains intervenants commencent à devenir plus sélectifs néanmoins avec le réveil de la demande. Compte tenu des commandes engrangées sur les derniers mois, les prévisions d'activité sont bien orientées visiblement pour la fin de l'année. Pour le second œuvre, l'activité a légèrement faibli durant l'été, le volume des travaux tant encore insuffisant par rapport aux capacités des entreprises. Si l'industrie reste peu demandeuse, notamment sur des projets d'envergure, je le disais tout à l'heure, les marchés privés, eux, se redressent légèrement, assurant ainsi un renouvellement plus conséquent des carnets, jugés désormais proches de la normale. Les prix subissent encore quelques pressions à la baisse. Le dernier trimestre devrait être encore actif, la visibilité restant faible au-delà. Concernant enfin les travaux publics, le trimestre a été plutôt bon pour les travaux publics, une reprise modérée étant perceptible, tirée essentiellement par des chantiers de proximité et de taille encore modeste. Les carnets se sont étoffés, assurant une bonne activité jusqu'à la fin de l'année, mais le décalage dans le démarrage de chantiers de plus grande envergure ne permet pas d'avoir une visibilité suffisante pour 2011. La pression sur les prix également reste forte et les chefs d'entreprise restent prudents pour 2011, compte tenu notamment des contraintes budgétaires des collectivités. Alors, vers une quasi-stabilisation de l'activité pour le quatrième trimestre, il faudrait l'espérer. Il est néanmoins urgent, bien sûr, de préserver la fiscalité verte pour que les entreprises puissent sortir la tête de l'eau, de maintenir des prix qui sont des prix corrects sur le marché pour éviter toujours cette baisse de prix qui casse le marché. Et bien sûr, il faut se réjouir de la bonne nouvelle du troisième trimestre, c'est-à-dire le maintien de la TVA 5,5. L'artisanat du bâtiment s'achemine vers un redémarrage, en tout cas nous l'espérons. L'évolution de l'activité est demeurée négative jusqu'à présent, moins 1,5% au troisième trimestre. Mais en attendant une vraie reprise où les indicateurs laissent à penser que ça soit une sortie de crise pour 2011, le chiffre d'affaires en volume du secteur pourrait se stabiliser au quatrième trimestre. Voilà pour la partie économique, en espérant vous avoir éclairé un tout petit peu et en espérant que la prochaine émission donnera lieu à des nouvelles un petit peu plus optimistes. Alors pour le petit point juridique, j'ai choisi de vous parler cette fois-ci d'un arrêt de la Cour de cassation qui a été annoncé le 6 octobre 2010, donc c'est tout à fait récent. Concernant la visite de reprise dans les entreprises, on a souvent des questions qui concernent la maladie pour vos salariés. Vous savez que quand votre salarié est absent plus de 21 jours, vous êtes tenu de faire une visite de reprise lorsqu'il reprend son travail. Et vous êtes d'autant plus tenu de cela que désormais cet arrêt vous dit que
Le chef d'entreprise qui n'a pas pris l'initiative d'organiser une visite de reprise auprès du médecin du travail est constitué d'un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte de rupture par le salarié de son contrat de travail au tort de l'employeur. C'est quand même une mesure très grave et une jurisprudence qui laisse quand même à penser que désormais la prise d'acte de rupture pourrait être une mesure qui puisse se mettre en place, je dirais, de manière un peu plus facilement que jusqu'à présent. Donc, je vous invite bien évidemment, quand vous avez des salariés en maladie de longue durée, au-delà de 21 jours, à bien évidemment initier lors de leur reprise une visite auprès du médecin du travail. Voilà pour le petit conseil juridique du soir. Enfin, j'aimerais vous parler des formations, puisqu'il y en a qui sont programmées jusqu'à la fin de l'année. Alors, le 17 novembre, pour ceux que ça intéresse, les bonnes pratiques de la sous-traitance, nous aurons bien sûr l'occasion de parler tout à l'heure plus amplement du sujet. Néanmoins, une formation ne fait pas de mal. Le 18 et le 25 novembre, une formation d'Atigest. Le 23 novembre, alcool et drogue sur le lieu de travail, la responsabilité de l'employeur. Le 24 novembre, création d'entreprise de l'approche financière. Le 26 novembre, négocier avec son banquier. Demande de financement, trésorerie, c'est également d'actualité. Enfin, le 30 novembre, gérer son stress, il paraît que c'est le mal du siècle. Je vous invite bien évidemment à prendre connaissance de tous les programmes et à vous inscrire sur le site internet de l'APM-BTP. Ensuite, les manifestations qui auront lieu, donc le forum franco-allemand l'après-midi du 26 novembre sur le thème de l'amiante. Alors c'est une demi-journée qui me semble importante d'information puisqu'elle est vraiment l'aboutissement de rencontres, d'échanges qui ont été constitués par le groupe de sécurité franco-allemand piloté par l'Europe Institute. Donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire avant le 12 novembre sur le site www.euroinstitut.org. Je pense que pour les entreprises concernées, ça peut être vraiment intéressant. Ensuite, le salon Rénatique sur les nouvelles technologies et entrepreneurs qui se déroule aujourd'hui et demain au Parc des Expositions à Colmar. C'est un salon bien évidemment incontournable concernant le domaine des nouvelles technologies. Vous pourrez y rencontrer des experts, des compétences sur l'éthique et notamment les nouvelles procédures en termes de web marketing. Et je le dis car même aujourd'hui la petite entreprise est amenée à communiquer différemment sur ses savoir-faire. Donc c'est important aussi de s'intéresser à ces nouvelles technologies. Et il y aura également dans la soirée du 29 octobre la remise d'un trophée de l'innovation. Donc je pense que ça aussi c'est important de mettre en valeur vos savoir-faire. Et il y en a en Alsace. Et enfin, le petit clin d'œil à la métallerie, Métal Expo, le grand rassemblement de la profession qui se tiendra du 16 au 19 novembre à la porte de Versailles à Paris. Bien sûr, tous les métallistes sont invités à s'y rendre et vous pouvez également vous inscrire sur le site internet. J'en ai fini pour les 5 minutes, j'espère avoir pu vous éclairer un tout petit peu. Je vous propose de passer désormais à la seconde partie de notre émission, le grand format, en compagnie de Maître Reynaud, avocate à Strasbourg, que je vous propose de rencontrer sur la thématique de la contractualisation des marchés. A tout de suite. Maître Reynaud, bonsoir. Je vous remercie d'avoir répondu présente à notre invitation. Alors, comme vous m'avez demandé de le faire, et puisque quand je m'engage à quelque chose, je le fais, je vous préviens d'ores et déjà que Maître Reynaud a un petit problème de voix, donc vous ne lui en voudrez pas si ça sonne pas toujours juste. On va dire les choses comme ça. Ça vous ira ? Voilà, Vanessa, bonsoir. Je ne vais pas manifester, mais j'ai peut-être un peu trop vigoureusement plaidé hier. Et je suis un peu gênée aujourd'hui pour répondre à vos questions, du moins sur, on va dire, la puissance de ma voix. J'espère que sur le fond, les réponses seront là. En espérant que vous ayez plaidé bien évidemment pour nos entreprises. Mais ça ne fait aucun doute. Voilà. Donc après ce petit intermède, je vous propose donc de passer à la partie concrète de votre intervention, à savoir la contractualisation des marchés. Alors évidemment, vous vous doutez bien qu'en 20 minutes, on ne va pas pouvoir balayer tout ce qui concerne les marchés publics ou les marchés privés. Ce que je voudrais toujours, comme à chaque fois, c'est attirer votre attention sur un certain nombre de choses qui me semblent importantes. Et c'est pas seulement qu'elles me semblent importantes, mais c'est qu'elles se reflètent au travers de toutes les affaires que nous avons à gérer lors de vos appels et d'une manière générale au niveau juridique lorsqu'il y a un contentieux. Donc je pense qu'avant toute chose, il serait peut-être important de rappeler ce qu'est finalement un marché public, ce qu'est un marché privé. Quelle est la différence finalement fondamentale entre le marché public et le marché privé, maître ? Voilà, je vous remercie de la question parce que c'est effectivement la première question que je suis amenée à poser à vos adhérents ou aux clients qui sont amenés à me téléphoner. Est-ce qu'on est en présence d'un marché public ou d'un marché privé ? Le marché public s'entend en fait, la réponse à la question s'entend de votre interlocuteur, à savoir que si vous contractez avec une personne publique type agglomération, type commune, et que l'objet de votre intervention concerne donc un ouvrage public, vous êtes en matière de marché public.
public, alors que si vous intervenez pour un particulier ou pour une société privée, vous êtes alors dans un marché privé et donc vous êtes beaucoup plus libre des termes de votre négociation qu'en matière de marché public, sachant qu'en matière de marché public, il y a des règles de publicité, il y a des règles effectivement de mise en concurrence des entreprises qui sont extrêmement strictes, régies par le code des marchés publics et qui doivent être respectées. Donc les entreprises soumissionnent, sont sélectionnées ou non par l'entité adjudicatrice et donc sont titulaires d'un marché qu'elles doivent signer, mais qu'elles n'ont qu'un très très petit pouvoir de négocier, bien évidemment, à la différence du marché privé. Où là, ce sont plus, on va dire, des discussions de rapports économiques qui vont effectivement se poser dans le cadre de la négociation pour effectivement imposer sa loi et imposer peut-être les clauses les plus favorables à chacun. D'accord, alors je fais juste une petite parenthèse parce qu'effectivement le marché public étant très encadré, c'est un petit peu délicat d'y revenir, en tout cas dans le peu de temps qui nous est imparti. En revanche, c'est important de dire que, bon, évidemment, il y a eu, ce que vous savez tous, la dématérialisation des marchés publics, donc maintenant la possibilité par voie électronique de répondre à un marché public. Je fais la parenthèse parce que nous vous avons mis en ligne des circulaires, notamment avec toutes les nouvelles, donc les nouveaux CERFA et toutes les demandes de candidature et autres, elles sont en ligne, donc surtout vous servez-vous-en, c'est là pour vous, donc ça c'est déjà la première des choses. Je voudrais juste revenir sur un point qui me semblait important, et la question est revenue assez régulièrement, sur la clause de variation de prix. Dans le cadre du marché public, je crois qu'elle est possible. Elle est tout à fait possible, oui, effectivement. Alors, c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'effectivement, chaque marché, suivant le montant en jeu, suivant effectivement la nature des travaux envisagés, est différent. Mais elle est effectivement possible et c'est la seule, on va dire, petite faculté de négociation qui soit réservée effectivement à l'entreprise adjudicatrice. D'accord. Voilà. Alors, concernant le marché dit privé, alors marché dit privé, ça veut peut-être dire beaucoup de choses et en fait pas grand-chose, dans le sens où un marché privé va dépendre de la qualification initiale de ce marché. Qu'est-ce que c'est qu'un marché privé? Est-ce que c'est une vente? Est-ce que c'est un marché de sous-traitance? Est-ce que c'est un marché, un contrat de levage? Est-ce que c'est un marché d'entreprise? Finalement, autant de choses différentes et autant de législations différentes. De législations différentes et de sources de responsabilités différentes pour la personne effectivement qui est dans les liens de ce contrat. Et c'est vrai qu'effectivement une des premières questions que doit se poser la personne qui répond à une offre ou qui envoie un devis, c'est effectivement quelle est la nature de ce contrat. Alors c'est peut-être plus, on va dire, effectivement la question des hommes de loi ou des gens ou des juristes, mais c'est capital de savoir dans quel type de contrat on se trouve. Par exemple, une question bête, si en matière de vente et de contrat d'entreprise, la plupart, on va dire, de vos adhérents construisent des ouvrages d'art suivant des prescriptions très spécifiques, auquel cas effectivement il s'agit d'un contrat d'entreprise parce qu'on fait un escalier ou on fait une rambarde pour exactement un plan donné, et donc on est dans une optique de contrat d'entreprise dont on va parler puisque c'est effectivement l'essentiel de ce qui nous occupe aujourd'hui, à la différence de quelqu'un qui va fabriquer les mêmes garde-corps aux mêmes dimensions pour les vendre à tout le monde en série, et là on est dans un contrat de vente et donc c'est pas du tout la même analyse au niveau juridique puisque là on a la problématique des conditions générales de vente, la problématique également de la garantie des vices cachés ou de toute la législation afférente à la vente. Donc c'est une des questions aussi qu'on doit se poser parce qu'on peut aménager dans le cadre du contrat, dans le cadre des conditions générales, mais à défaut, la législation qui encadre ce contrat va ressurgir et donc les obligations de l'entreprise ne seront pas les mêmes suivant la qualification du contrat qui est effectivement retenu. D'accord, donc dans un premier temps, toujours effectivement s'assurer de la qualification même de votre contrat. Alors la deuxième chose qui est peut-être quelque chose de basique, mais que j'aimerais quand même qu'on rappelle, il y a un certain nombre d'intervenants dans le cadre d'un marché privé, alors le MO, l'EP, le ST, qui sont des abréviations. Alors évidemment, certains sont sans doute familiers à ça, mais j'aimerais qu'on rappelle ce que c'est qu'un MO, donc un maître d'ouvrage évidemment, mais je dirais quel est le lien, qui intervient finalement dans le cadre de ce marché privé. Alors j'ai relevé, Vanessa, que votre question comportait un piège dans lequel je ne tomberai pas, puisque MO veut dire à la fois maître de l'ouvrage ou maître d'œuvre, et ce sont bien sûr des acteurs différents du marché. Le maître d'œuvre, c'était bien essayé, pourtant vous relèverez. Voilà,